Aventuriers, aventurières, bonjour. Il y a des films qui nous font du bien. Des films pleins d'innocence et de bonne humeur dont on a un si bon souvenir qu'on ne soupçonne même pas que sous leur aspect fun et sympathique se cache une histoire, parfois plus dingue encore que l'histoire qu'ils racontent. Et ici, c'est le cas. L'histoire qui va suivre, je la trouve folle, presque aussi folle que le film. Alors aventuriers, aventurières, bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui, on parle de Retour vers le futur. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ? Retour vers le futur. Peut-être le film le plus populaire du cinéma. Tout le monde aime Retour vers le futur. C'est drôle, c'est intelligent, c'est un film réussi en tout point. Et pourtant, avant d'arriver sur nos écrans, ce petit bijou de divertissement est passé par bien des ennuis. C'est presque une succession d'événements aléatoires qui ont fait de ce film ce qu'il est aujourd'hui. Mais pour bien comprendre tout ça, il va falloir reprendre l'histoire depuis le début. Alors réglez bien vos convecteurs temporels, on part pour un petit voyage dans le temps. Nous voilà en 1973, juste devant l'une des plus grandes universités du monde. De 7 endroits prestigieux sont sortis parmi les plus grands cinéastes. Et cette université s'appelle l'Université de la Californie du Sud. Ouais. Se sont pas foulés sur le nom, hein. Et donc cette année-là, l'université qu'elle est dans le sud en bas de la Californie va voir deux de ses étudiants quitter le campus. J'ai nommé Bob Gale et Robert Zemeckis, qu'on va appeler Bob et Bob. Déjà, à la fin de leurs études, Bob et Bob se sont fait connaître avec leur film de fin d'année, Field of Honor. Ce petit court-métrage de 10 minutes, qui vaudra à Robert Zemeckis un Student Academy Award, va permettre aux deux anciens étudiants de faire produire quelques premiers films avec la confiance des studios. En 1978 sort A Wanna Hold Your Hand, qu'on a traduit en français par Crazy Day, et en 1980, Used Cars, alias La Grosse Magouille, paye ta traduction. Mais depuis les bancs de la fac, Bob et Bob rêvent de faire un film en particulier, un film qui parlerait de voyage dans le temps. Alors l'idée sonne bien, même si pour l'instant, il leur manque un peu tout le reste. Eh, on fait un film sur le voyage dans le temps. Oh grave, ouais. Ouais. Et ça parle de quoi? Mais vous savez ce qu'on dit? Même les plus petites choses peuvent changer le cours de l'histoire. Et l'histoire de ce fameux projet naît lorsque Bob Gale s'en va rendre une petite visite à ses parents. Alors qu'il se balade dans la maison familiale et parcourt les divers souvenirs de ses parents, il tombe sur une petite révélation. Quand il était au lycée, son père était délégué de classe. Bob y découvre ça et il se dit « Délégué de classe !» Ouais, ça craint. Hein. Ah, franchement, je pense que si j'avais été dans sa classe à l'époque, mais jamais ça aurait pu être mon pote. Attends une minute. Et bim, Bob Gale vient tout juste de trouver le premier pitch de son prochain film. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va voyager dans le temps et se retrouver au lycée avec son père. Bob partage l'idée du film à Robert et ensemble, ils décident d'aller proposer le film à Frank Price, à l'époque directeur des studios Columbia Pictures. Ils ont le feu vert, Robert Zemeckis sera réalisateur et Bob Gale scénariste, et les studios attendent désormais la première version écrite du scénario. On est au mois de septembre 1980, lorsque Bob et Bob commencent à écrire ce fameux film sur un jeune homme qui voyage dans le temps. L'écriture, c'est probablement l'étape la plus riche dans un de l'autre côté de l'écran. C'est pendant cette période que le film naît véritablement. Tout commence à prendre forme alors que Bob et Bob discutent dans un bureau. On réfléchit, on écrit, on efface, on joue des scènes, bref, on tourne et retourne l'idée du film. Alors dit comme ça a l'air facile, hein. Pas d'équipe à gérer, pas de scène à filmer, ni de décor à construire, et pourtant c'est probablement une des étapes les plus éprouvantes moralement. Bob et Bob sont restés bloqués pendant des mois sur de simples questions comme « À quoi ressemble la machine à voyager dans le temps ? À une chambre forte ? Un caisson ? Une boîte ? Un frigo ? Un frigo? Ah, j'avoue, un frigo. Ce serait marrant. ouais, Ah, j'avoue, c'est non, marrant. c'est rigolo, c'est décalé et tout. Ah ouais. On va pas vraiment le faire. Ouais, non, c'est une idée pourrie. Hein. Ouais, non, c'est vraiment une idée pourrie. Hein.
Mais là où cette partie du travail devient génialement intéressante, c'est parce qu'elle va vous apprendre, à vous et moi, une technique d'écriture. C'est une petite technique très simple que vous pouvez refaire chez vous et qui s'appelle la Indexed Card Method of Plotting, qu'on va traduire par technique des fiches. Alors, excuse-moi Chaplin. L'élément principal sera bien sûr les fiches vierges, ainsi qu'un stylo et un tableau ou toute autre surface plate sur laquelle poser vos fiches. J'ai pas de tableau. Mettez-vous à la place des deux Bob. Vous êtes dans le bureau et à ce stade de l'écriture, on n'a rien sur le film. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au début de l'histoire, Marty va aller dans le passé et qu'à la fin, il va revenir vers le futur. Ok. Donc on va faire 2 premières fiches. L'écriture est moche, on recommence. Pâte à fixe, comme ça. Dans les coins. Comme ça. Carte en haut, comme ça. Et carte en dessous, comme ça. Marty va dans le passé, Marty retourne vers le futur. Et là, Bob et Bob, ils ont une idée. Ils se disent, Hey, ce serait marrant que dans le passé, Marty il invente le rock'n'roll. bah nouvelle fiche. Hop, fiche tableau, comme ça. Marty va dans le passé, Marty invente le rock'n'roll, Marty retourne vers le futur. Oui, mais si Marty invente le rock'n'roll, ça veut dire qu'il s'est enjoué. Et ça, il faut que le spectateur le sache. 4e fiche. Oh. Et voilà. 4e fiche, cette fois-ci avant que Marty aille dans le passé, parce que c'est un élément d'exposition. On en a besoin au début pour la suite de l'histoire. Marty joue du rock'n'roll, Marty va dans le passé, Marty invente le rock'n'roll, et enfin, Marty retourne vers le futur. Et voilà. C'est comme ça qu'ils ont écrit le film. Alors évidemment, c'est pas une technique miracle pour faire des bons films, c'est juste un outil dans le procédé d'écriture. Mais c'est un très bon moyen de comprendre comment est construit un bon scénario. À peu de choses près, tout le film est construit de cette manière. Si vous regardez bien, tout a une place et un rôle dans l'histoire. Si au début du film, un personnage explique à Marty l'histoire de la foudre et de l'horloge, c'est fait pour que plus tard dans le passé, Doc et Marty vont réaliser que cet éclair va leur permettre de faire démarrer la DeLorean. La foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04 dans la nuit de samedi prochain. Pourquoi au début du film on voit Marty faire du skateboard accroché de voiture? C'est parce que plus tard, il aura besoin de son agilité au skate pour échapper à Biff. Et même en dehors du scénario principal, tu peux cacher des mini-blagues dans ton film grâce à cette technique des fiches. Et j'en veux pour preuve les fameux 2 pains. Au début du film, Marty et Doc se retrouvent sur le parking d'un centre commercial qui s'appelle le centre commercial des 2 pains. Ensuite, Marty part dans le passé et se retrouve dans une ferme qui s'appelle la ferme des 2 pains, mais en s'enfuyant avec la DeLorean, il va écraser un pain. C'est pourquoi, à la fin du film, lorsque Marty retourne en 1985, le nom du centre commercial a changé, il s'appelle désormais le centre commercial du pain solitaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion du détail. Lol. Ce procédé d'écriture porte aussi le nom de loi de conservation des détails, ou son appellation la plus connue, le fusil de Tchekhov. Anton Tchekhov, c'était un écrivain russe qui un jour a dit « Si dans premier acte tu dis qu'il y a fusil accroché mur, alors obligé d'un deuxième ou troisième acte, coup de feu tiré avec. Sinon mauvais écrivain. » Forcément, c'est un peu plus badass que la technique des 2 pains dans Retour vers le futur. Mais le message est le même. Dans un film, tout est important. Chaque détail compte. C'est comme ça que Retour vers le futur a été pensé. C'est comme ça qu'il a été écrit. Ça a demandé beaucoup de travail et d'efforts, mais au printemps 1981, après plus de 6 mois d'écriture et de réécriture, Bob et Bob emmènent leur film au studio, prêts à se lancer dans la production. Ouais. Alors en fait, non. Comment ça, non? Ouais, non, on va pas le faire. Pourquoi, vous aimez pas? On peut faire des modifs si vous voulez. Ah non, non, c'est pas ça, hein, c'est juste que... Non. Mais merci quand même, hein. Et les studios ne valident pas le film. Bon. Ben, Bob et Bob ils comprennent pas trop, hein, mais ils font ce que n'importe quel réalisateur ferait à ce stade, c'est-à-dire aller voir ailleurs. C'est pas les studios qui manquent à Hollywood. Bon, Bob, on se laisse pas décourager et on positive, ok? Allez. De là va donc commencer une longue quête pour aller trouver le studio qui acceptera de financer Retour vers le futur. Et des studios, Bob et Bob vont en contacter plein. Alors, on a regardé votre script avec les collègues, hein, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, bon, bah, ça va pas marcher, hein. Non, mais enfin, sans vouloir vous vexer, hein, tout ce qui est voyage dans le temps... vous savez, voyage dans le temps, c'est un peu comme les dinosaures, c'est pas fait pour le cinéma.
Bob, positive. Oui. Ouais. Bon, c'est pas terrible, hein. Pour moi, ça manque un peu de... Bah, de cul. Ou de drogue. Voire même un peu de meurtre. En fait, ça manque un peu d'espoir. Oula. Alors à mon avis, il y a des choses à corriger dans votre scénario, messieurs. Bah oui. Pour commencer, une voiture, ça voyage pas dans le temps, hein. Bah, vous savez, maintenant, les jeunes, ils comprennent plus que ça, hein. Moi, je fais que m'adapter, hein. Non mais je veux bien que dans un scénario de science-fiction, on fasse quelques petites fantaisies, mais à un moment donné, les gens sont pas aussi cons que ça. Hein. Non, globalement, ils sont trop cons pour votre film. Bah c'est trop cher. Bah ouais, trop ambitieux. Pourquoi une DeLorean? Ah mais ce qu'il faut, c'est positiver, Bob. Nous, on veut bien. Enfin, moi, je veux bien. À la limite, une Fiat Panda, bon, ça ressemble un peu si vous voulez, mais à côté de ça, il faut construire les décors pour 1955. Eh, c'était il y a 30 ans déjà. Non, c'est trop cher. Ah non, moi j'appelle pas ça un film. Ah bah excusez-moi, mais ici nous faisons du vrai cinéma. Hein. Nous, ce que nous recherchons, ce sont des œuvres qui parlent aux intellects, qui luttent contre les injustices gouvernementales portées par un capitalisme dépassé sur un temps d'après-guerre. À la limite, vous pourriez proposer ça aux deux autres, là, les... comment ils s'appellent? Si, ceux qui font des dessins animés, là. Non, mais bien sûr, voyons. Vous savez, ici, on est toujours à l'écoute des nouveaux projets. Et en plus, vous dites que c'est une comédie. Moi, j'adore les comédies. Moi aussi, j'adore les comédies. Faites-moi voir ça, je suis sûr, c'est génial. Alors, oui, ça a l'air sympathique, oui. Oh, la blague du chien, elle est rigolote. Qu'est-ce qui... Oh non, mais il embrasse sa maman, là. Non, mais ça va pas. Non, mais c'est pas possible. C'est affreux. Mais comment vous voulez montrer ça à des enfants? Non, mais vous êtes des dingos. Ah non, mais moi je suis désolé, mais je touche pas à ça. Vous reprenez votre scénario, allez-vous-en d'ici tout de suite, hein, parce que vous êtes des malades, hein. Bob, positif. Ah, toi tu la fermes, c'est bon. Mais c'est à moi que je parlais, Bob. Et moi, j'ai du flair, hein. Je vous le dis. Ça marchera pas. Ça va pas du tout marcher. Je pense que ça vaut pas le coup. Non, je suis désolé, mais très peu pour nous, hein. Merci quand même. Laissez-moi me pendre au supermarché. C'est très bien, ça, on valide. Mais c'est pas un scénario, ça. Hein? C'est une lettre de votre femme. Alors évidemment, nous on sait que le film il a marché, il est sorti, etc. Mais il faut se remettre dans le contexte à la place de Robert Zemeckis et Bob Gale. Pendant des mois et des mois, ils enchaînent les refus. Au total, c'est plus de 40 studios différents qui refusent de produire Retour vers le futur. Nos deux amis sont désespérés. Après autant de refus de la part d'autant de professionnels, ils se disent que peut-être le problème vient du film, mais qu'il ne faut pas le faire parce qu'il est très mauvais. Il y a une personne qui va leur redonner un peu d'espoir. Bob et Bob, ils sont allés la voir en lui disant... Écoute, on a écrit ça, mais personne en veut. Si ça se trouve, c'est complètement pourri. On sait plus trop quoi en faire. T'en penses quoi, Steven? Bah écoute, j'adore. C'est génial. Robert Zemeckis dira plus tard dans le making-of, Steven Spielberg a largement mérité toute la thune qu'il s'est fait avec le film. Effectivement, Monsieur Spielberg, il adore l'idée. C'est original, c'est drôle, ça part de l'adolescence, il a envie de soutenir le projet. Mais malheureusement, ça ne résout pas tout. Parce qu'après autant de refus, il y a de bonnes raisons de penser que Retour vers le futur pourrait ne pas marcher au box-office. En plus, pour Bob et Bob, ça serait pas la première fois. Je vous ai dit que juste après la fin de leurs études, Bob et Bob ont réussi à faire financer leur premier film. Eh bien, c'était grâce à Spielberg. Spielberg les a repérés dès la sortie de la fac et les a aidés à financer leur premier film. Sauf que I Wanna Hold Your Hands et Used Cars ont tous les deux été des échecs au box-office. Pire encore, Bob et Bob ont coécrit le film 1941, réalisé par Steven Spielberg. Et ce film a été un des plus gros échecs de toute la carrière de Steven. Donc, si Retour vers le futur venait à ne pas marcher en salle, et ce malgré le soutien de Steven Spielberg, pour Bob et Bob, ça serait une fin de carrière assurée. Les deux amis prennent donc la décision de mettre le film de côté. Pendant 3 longues années, le film va rester dans un carton. C'est pas le pied. Chacun va donc reprendre le cours de sa carrière. Steven Spielberg, il va continuer ses chefs-d'œuvre, et Robert Zemeckis, il va chercher du travail. Mais vous savez ce qu'on dit, même les plus petites choses peuvent changer le cours de l'histoire.
wink wink. Et dans les alentours de 1983, une petite chose va venir tout changer. Et ce petit quelque chose, c'est un repas. Et Michael Douglas. J'ai appelé ça le repas qui a tout changé. Un midi, Michael Douglas décide d'aller casser la croûte dans un restaurant. Dans ce restaurant en question se trouve une jeune femme du nom de Diane Thomas. Elle bosse ici comme serveuse, mais elle écrit aussi, et depuis quelque temps, elle a un scénario en tête. Aussi, quand elle reconnaît le célèbre acteur assis à quelques tables, elle prend son courage à deux mains et décide de venir lui parler de son idée de film. L'histoire d'une jeune romancière perdue au fin fond de la forêt colombienne. Michael Douglas adore l'idée, à tel point qu'il va lui-même produire le film en plus de jouer un des personnages principaux. Il lui manque plus qu'un réalisateur. Bingo, il en connaît un qui cherche du travail. Robert Zemeckis se met au travail et le 30 mars 1984 sort aux États-Unis À la poursuite du diamant vert, ou en anglais I mean, if you had any kind of manners, if you... Romantic novelist, my ass. Le film est plus qu'un succès. Il est une révélation pour le grand public qui découvre un nouveau talent dans le monde de la réalisation en la personne de Robert Zemeckis. De cette toute petite rencontre entre Michael Douglas et Diane Thomas dans un restaurant va naître le premier grand succès de Bob Zemeckis au box-office. Et suite à ce succès, Robert va recevoir quelques coups de fil inattendus. Oh, c'est pas beaucoup, une petite quarantaine, voyez-vous. Hey, ça va-t-il bien? Alors écoute, on a discuté avec les collègues et on s'est dit, les voyages dans le temps. Les voyages dans le temps, je pense que c'est quelque chose qui va revenir au goût du jour, tu vois. Je peux vous prêter ma DeLorean si vous voulez. Enfin, vous la louez, quoi. Me voilà. Alors, t'es prêt à financer le film? Je suis vraiment désolé, Michel, mais il faut reconnaître que le film, il a l'air vachement bien. Hein. Tu me dégoûtes! À toutes ces personnes qui ont retourné leur veste au dernier moment, Bob Zemeckis va gentiment dire « Allez, tous vous faire voir, je vais aller voir la seule personne qui a cru à mon projet dès le départ et qui n'a pas attendu que je fasse du fric pour me faire confiance. Merci, tonton Spielberg. » Bob et Bob signent enfin avec Universal Studios et Amblin Entertainment, et après des années de travail et de désespoir, la pré-production commence pour Retour vers le futur. Par contre, Retour vers le futur, pas terrible comme titre. Faudra le changer. Et vous avez pensé à quoi? J'avais pensé à l'astronaute de Pluton. Non, parce qu'à un moment, quand il est chez les fermiers, ils le prennent pour un astronaute qui vient de Pluton. Donc ça fait sens. Alors que là, Retour vers le futur, on comprend pas trop. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc je me suis dit, l'astronaute de Pluton, ça va cartonner. Alors on va se marrer. Allez, The Spaceman from Pluto. The Spaceman from Pluto, tout de suite ça fait The Spaceman from Pluto. Et les problèmes ne font que commencer. Aventuriers et aventurières, rendez-vous dans la partie 2.